Bonjour Laurent, Bonjour. Salut. comment tu vas? Mais très bien. Je savais pas d'où venait, avec toutes ces choses, d'où venait l'image Ouais, du ça vient toujours son. d'une personne, hein. T'en fais pas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Golk. On est vraiment très content de te voir. Rapide présentation. Tu es architecte, urbaniste, fondateur du bureau d'architecture Tribu Mhm. à Lausanne. Et je t'avoue que la première fois qu'on a entendu parler de toi, c'était sous le label de collapsologue. Alors, on a trouvé ça un peu flippant. C'est Ah quoi un bon? collapsologue? Eh bien, je ne sais pas si je suis dépositaire de la définition Mhm. de la collapsologie, mais les collapsologues, c'est ceux qui étudient logos, la collapsologie, en gros la fin du monde, Mhm. ou la fin de la civilisation, ou la fin de quelque chose en tout cas. En tout cas, un effondrement de quelque chose. Et probablement qu'il y a plein de fantasmes autour de la collapsologie, où les gens mélangent ça avec le survivalisme, avec des questions beaucoup plus apocalyptiques que certains collapsologues, comment certains collapsologues imaginent ou définissent la chose, quoi. Mhm. Mais toi, c'est un label que tu acceptes? Moi, je l'accepte volontiers à ma façon, la D'accord. collapsologie. Je me considère comme collapsologue. Alors, Mhm. comment, en quoi ça se manifeste pour toi? Alors, pour moi, la collapsologie, c'est juste l'étude de la fin des civilisations. C'est-à-dire le fait qu'on est dans une civilisation qui, comme toutes les civilisations, va disparaître à un moment ou à un autre, à sa façon. Et puis, la particularité des civilisations, c'est qu'elles s'effondrent d'une façon qui répond à certains critères qui sont aujourd'hui réunis. Alors, la question, c'est est-ce que ça va se faire en 3 ans de façon apocalyptique ou est-ce que ça va se faire en 300 ans de façon bisounoursienne? Je pense que la réalité est un peu entre les deux, mais qu'on va faire face à des changements auxquels on n'est clairement pas préparé aujourd'hui, qui sont des questions dont on parle beaucoup, en particulier écologiques, mais probablement beaucoup plus sociales qu'il n'y paraît, Mhm. et qui et qui fait qu'on a une sorte de psychologie d'un monde et qu'on n'est pas du tout prêt au monde d'après. Mais c'est quoi les conditions du coup qui sont réunies pour toi? Alors, il y a Jared Diamond qui a écrit un livre intéressant sur ces conditions-là, qui dit qu'il faut qu'il y ait un environnement dégradé, il faut qu'il y ait des élites qui ne comprennent pas et qui ne tiennent pas compte de la réalité, il faut qu'il y ait des voisins hostiles, enfin, il y a un certain nombre de critères, et puis finalement, on en réunit pas mal Hmm. aujourd'hui de ces critères. Et quels sont les exemples de civilisations passées que tu peux citer où ces éléments-là sont réunis? Ben, en fait, toutes les civilisations ont disparu. On n'est pas dans une époque romaine, on n'est pas dans une époque hittite, on n'est pas Mhm. sur l'île de Pâques. Ouais. Donc finalement, toutes les civilisations ont disparu. Faut juste être conscient de ça, quoi. Enfin, c'est pas grave d'être Mhm. collapsologue. C'est juste se dire, ouais, bon, bah voilà, quoi. Ce que nous vivons aujourd'hui, tout le système économique, tout le système social, nos croyances, nos cultures sont basées sur un référentiel qui va bouger. Et bah, dans quel sens ça a bougé? Qui sera plus adapté aux nouvelles conditions, Absolument. aux Bah, futures non seulement conditions. c'est pas adapté pour nous, mais c'est pas adapté pour nos enfants et c'est pas adapté pour les autres espèces vivantes. Enfin, c'est adapté à rien du tout. Et donc c'est absolument pas durable. C'est ce qui- Donc, tu ne penses pas que Dieu a mis l'univers en mouvement pour qu'on arrive à Pax Americana et qu'on y reste pour le reste des temps? c'est ça. C'est exactement. Ça résume très bien la C'est situation. Bah, choquant d'ailleurs, comme idée. Blasphème. Mais du coup, bon, c'est ce que je trouve intéressant, parce que moi, quand j'ai entendu pour la première fois collapsologue, voilà, je pense effondrement. Je trouve ça, ma première pensée, c'est quelque chose d'alarmiste, alors que finalement, c'est réaliste, c'est assez terre à terre ouais, quelque part, ouais. hein. Après, bon, bah, ça dépend quelle échéance on choisit ou on Mm, définit mm. pour cet effondrement, mais au final, il est inévitable. Il est a priori inévitable, effectivement, qu'un modèle de société soit supplanté par un Ouais, autre. c'est ça. Et puis je pense que ce qui Mm. fait vraiment très peur aux gens, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire, si tu crois à l'effondrement, ça veut dire que tu vas t'armer, tu vas te replier sur toi, tu vas détester les gens, tu vas vouloir les tuer, voire les manger, tu vas vouloir, enfin, toute une série de choses. Alors que ça, on n'a pas encore dit quand on est collapsologue ou collapsonaute. Note. Alors, collapsonaute. Oh, Collapsonaute, c'est celui qui... on est tous On des y est, quoi. collapsonautes Mais exactement. finalement, Ouais, si ça va collapser. c'est Mm. ça. Qu'est-ce que tu penses, on en est où par rapport au collapse?
Alors ça vraiment, c'est le genre de choses, j'en pense rien du tout. C'est-à-dire que je pense que c'est pas vraiment c'est très compliqué de faire de la prospective, puis de dire, ouais, non, là, il va se passer ça, puis ça va déclencher ça, etc. C'est très compliqué, quoi. Les collapsologues disent, bah voilà, l'effet de collapse, ça se traduit par des guerres, des famines, des problématiques. Il y a un autre truc, des épidémies. Et puis finalement, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est la cause de quoi et la conséquence de quoi. Puis surtout, le lien entre ça et les conditions générales sont souvent pas admises, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est très compliqué. Est-ce que le Covid, est-ce que la situation dans certains pays auxquels on est complètement, desquels on est complètement déconnecté, finalement, eux, ils vivent déjà des situations extrêmement compliquées depuis longtemps, quoi. Et en fait, on s'en fout complètement. Nous, on est là dans notre coin, on est là à savoir si on va pouvoir faire nos 6,3 voyages en avion par année de Suisse. Et puis, on s'en fout de savoir si sur cette planète, il y a des gens, les 6 personnes sur 7 qui n'ont jamais pris l'avion, qui ne le prendront jamais. 6 personnes sur 7 sur Terre n'ont jamais pris l'avion. C'est ça. Et finalement, ils sont peut-être dans le collapse depuis longtemps. Ou ce que nous entendons par collapse, c'est juste de savoir si on va baisser notre chauffage de 20 à 19 degrés cet hiver. Et si c'est ça le collapse, je pense qu'on est bien dedans là. T'y venais. Vas-y. Alors, Laurent, tu as écrit un bouquin super qui s'appelle Le Manifeste pour une révolution territoriale, dont je recommande vivement la lecture. Moi, je t'avoue que je l'ai attaqué avec circonspection, parce que c'est vrai que j'ai un biais contre tout ce que je considère comme étant un peu alarmiste. Les termes, pour moi, le terme de collapsologue, collapsologie, je voyais ça comme un truc un mot un peu choc, comme ça, un peu clickbait, un truc comme ça. Mais là, déjà à t'entendre, on voit bien que c'est pas vraiment ça qu'il y a derrière. Et voilà, dans ce bouquin, tu parles de t'abordes ces thématiques et tu proposes des solutions très intéressantes sur comment intégrer des principes de durabilité sur différentes dimensions. Alors, je ne sais pas si j'en parle bien, mais si tu le veux bien, je vais peut-être te laisser un peu nous expliquer le but de cet ouvrage. Alors, ce n'est pas du tout un livre de collapsologie. Le terme d'effondrement est mentionné à un endroit pour dire un petit peu quels sont les risques, parce que précisément, il cherche à vous faire tomber dans le fameux piège, c'est-à-dire, ça va pas, oui, mais donne-nous des solutions, les voilà. Ah, je ne suis pas capable d'appliquer aucune de ces 66 solutions. Il y a des mesures qui sont très concrètes à la fin du bouquin. Il n'y a pas une seule que nous sommes capables de mettre en œuvre. Donc, comme on n'est pas capable culturellement d'accepter la moindre de ces mesures, est-ce que vraiment c'est si dramatique? Ça va pas? Ah oui, mais on ne peut pas dire que ça va pas parce que c'est catastrophisme. C'est catastrophiste de dire c'est la catastrophe. Donc, donne-nous des solutions, et c'est une sorte de cercle vicieux entre la juste lecture de la situation et les solutions qu'on n'est absolument pas capable de mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut résoudre un problème, mais on est constitutionnellement pas capable d'adopter les solutions. Et du coup, on cherche d'autres solutions. D'où le chapitre qui s'appelle Cultura. C'est que finalement, on doit travailler sur nous-mêmes. Là. Il faut qu'on dépasse un petit peu ce sorte de solutionnisme où on dit... On cherche, en fait, parce que les 66 solutions, moi, je les ai mises a posteriori. On m'a demandé de les mettre. Je dis, très bien, mais je vais les mettre, ces solutions. Et à quoi bon? Jamais de ce bouquin, on m'a parlé des 66 solutions. Jamais. Pour une raison simple, il n'y en a pas une seule qui est applicable. Avant d'arriver, je pense que ce serait intéressant de revenir sur ces solutions. Tu disais que ce n'est pas un livre qui est de collapsologue, mais on ressent une urgence, voire une certaine colère. Dont tu penses qu'il faut agir, rapidement. Et massivement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si on n'agit pas de nouveau, je te demande de prédire. Effondrement. Je vais prendre ma grosse voix quand il faudra faire voilà, peur. C'est le catastrophiste, c'est obligé de faire ça. Non, je pense qu'il faut pas négliger. D'abord, un premier aspect, c'est qu'on n'est pas dans le blanc-noir, quoi. On n'est pas dans le tout ou rien.
De toute façon, on n'y arrivera pas, quoi. Je veux dire, les Suisses, si on lit le rapport du Conseil fédéral 2018, Environnement Suisse 2018, les Suisses doivent diviser leurs émissions de gaz à effet de serre par 27. En fait, si on pond, ils disent par 23, mais si on y ajoute ce qui aujourd'hui est admis, c'est-à-dire que quand on prend l'avion, il y a non seulement le kérosène qui brûle et qui crée du CO2, mais il y a aussi l'effet des traînées de condensation, ça s'appelle le forçage radiatif. Si on inclut ça, qui n'est pas du tout négligeable, comme les Suisses prennent beaucoup l'avion, eh ben, on est à peu près à 16 tonnes par Suisse et par an. La neutralité pour un Suisse, la neutralité carbone qu'on a admise pour 2050, c'est 0,6 tonnes. C'est-à-dire que le rapport entre 16 tonnes et 0,6 tonnes, c'est moins 96% ou divisé par 27. Donc, ce n'est pas juste un petit truc. Et puis 2050, ce n'est pas juste dans 300 ans, quoi. Ça veut dire qu'en gros, c'est massif et urgent. Et donc, on peut toujours dire oui, mais bon, dis pas ça, ça fait peur, ou propose des solutions. Bah, les solutions, on les a depuis d'ailleurs bien plus longtemps qu'il n'y paraît. Moi, je lis pas mal de bouquins ces temps, des années 70. Des bouquins d'architecture ou d'urbanisme, et puis des bouquins un peu des premiers écologistes, quoi, de ceux qui ont inventé l'écologie politique. Mais c'est affligeant de lire aujourd'hui quelque chose où tout était dit. En fait, tout ce qu'il y avait à savoir, on le savait. Donc maintenant, notre problématique, c'est pas de savoir si la planète est vraiment dans cet état-là ou pas dans cet état-là. C'est bien de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire à cette époque-là. Et donc, pour revenir peut-être un peu à la question, c'est aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, c'est qu'il faut faire des efforts, de savoir si on va arriver à 1,5 d'augmentation de la température par rapport aux températures pré-industrielles, ou à 2, ou à 3. La question, c'est pas de savoir s'il faut ménager nos efforts parce qu'on va arriver à quelque chose et qu'on doit le garantir accessoirement, mais est-ce qu'on peut faire des efforts? Parce que de toute façon, 3 est mieux que 4, et que 4 est mieux que 5, et que 5 est mieux que 6. Donc, il faut arrêter maintenant de se poser la question de savoir si, avant de pouvoir faire les efforts, est-ce que je ne peux pas continuer de faire 2-3 allers-retours aux Maldives pour bien profiter de mon hiver parce que vraiment je suis stressé. Et puis ensuite, quand vraiment tu m'auras garanti tout ce que je devrais, toute la checklist de ce qui garantira que mes efforts, parce que vraiment se passer des Maldives, c'est vraiment trop affreux, quoi. Et bien à ce moment-là, je commencerai à faire un effort. Et le problème, il est bien social. Pourquoi est-ce que mon voisin continue d'aller aux Maldives, alors que moi, je me prive d'aller même voir ma famille en Amérique du Sud. C'est pas mon cas, hein, mais en Amérique du Sud, depuis 20 ans, quoi. Donc, il y a une vraie inégalité d'accès à la pollution. Et le gros enjeu, il est confronté à cette réalité-là. Polluer, c'est cool. Quoi qu'on en dise. Donc, Polluer, c'est associé à des pratiques qui sont valorisées. Mais oui. Et aller aux Maldives, cool. se faire un selfie, le mettre sur les réseaux sociaux, je veux dire, c'est cool, quoi. On ne veut que ça, on ne cherche que ça. On veut avoir une belle bagnole, une belle femme, quand on est un homme, ou quand on est un homme cisgenre, etc. Donc il y a une vraie réalité autour de ce référentiel. Notre référentiel nous pousse à faire le contraire de tout ce qui est dit de façon rationnelle. Et on se prend pour des rationnels. C'est-à-dire on se dit, non mais il suffit d'avoir un rapport du GIEC qui nous dit clairement les choses pour qu'on agisse. Mais c'est pas vrai, quoi. On est des êtres humains débiles, complètement idiots, complètement à côté de la plaque. Donc il y a un moment, faut l'accepter, faut l'intégrer, le fait qu'on est si bête. Mais là, tu parlais d'avoir une belle femme. Est-ce qu'une belle femme produit plus de CO2 ? Ben, j'aimerais bien une étude à ce sujet, parce que ça, c'est l'autre problème de notre monde, c'est qu'on doit, avant d'agir, il faut étudier. D'abord, on étudie, puis quand on a fait une étude, on doit faire l'étude des études. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des études qui étudient l'ensemble des études sur un sujet comme ça. Des méta-études. C'est sûr qu'on s'en sort jamais, quoi. Tu connais le livre Merchants of Doubt ? Non. C'est un livre très intéressant, tu aimerais beaucoup, je pense. Il parle de tous les scientifiques qui cultivent les polémiques. Et ça commence par ceux qui niaient le lien entre le tabac et le cancer du poumon. Ce qui était quelque chose qui était connu depuis les années 50, mais il y avait toujours moyen de faire une étude qui semait le doute. Et du coup, on a commencé assez récemment finalement à mettre en place des mesures contre le tabac. Et à la fin, ça arrive sur justement les gens qui nient le lien entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Mais est-ce que du coup,
Donc tu disais que finalement on veut aller aux Maldives. Est-ce que c'est ça la raison de la polarisation? Est-ce que c'est pour ça qu'on a envie d'écouter les gens qui nient le lien entre l'activité humaine parce que finalement on veut se justifier Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça que ce que des scientifiques expliquent. Il y a eu un temps présent assez récemment avec des rapporteurs, rapportrices du GIEC qui disent non, le problème c'est que quand on se fait inviter par les médias ils invitent quelqu'un qui porte une parole et puis quelqu'un qui porte une autre parole. Comme si donc le fait qu'il y ait 50-50 ne soit pas représentatif de la communauté scientifique. Mais c'est une vision scientifique des choses. C'est comme si maintenant qu'on a deux personnes qui s'opposent sur un plateau avec quelqu'un qui a les arguments, forcément que les gens ils vont comprendre plus le climato-sceptique que celui qui, en fait, a la vérité avec lui ou elle. Alors, en fait, c'est pas ça, à mon avis. Le problème, c'est que les gens, ils ont un discours qui va dans leur sens, puis un autre qui leur dit « tu n'iras pas aux Maldives cet hiver ». On veut croire celui qui valorise notre référentiel. Donc, on veut croire ce qui nous arrange. Donc effectivement, ce qui pose le plus de problèmes aux 97% des scientifiques qui disent que le réchauffement climatique est d'origine humaine et qu'il faut prendre des mesures, et puis qui mesurent dans le temps et dans le moins 96% de gaz à effet de serre que nous devons nous émettre, nous les Suisses, ils oublient juste une chose, c'est qu'on n'a pas envie de croire ça, on n'a pas envie de l'entendre parce que ça va contre notre référentiel. Et moi-même, je sais très bien que si j'ai une capacité à aujourd'hui prendre la mesure, on va dire, et baisser à 4,60 et quelques mes émissions de gaz à effet de serre, c'est parce que ça valorise aussi ce que je dis, ce que je pense depuis longtemps. Donc tout ça est aussi une question de confirmation. Donc je pense qu'il faut s'ouvrir aux sciences humaines. Les sciences dures, maintenant, on peut les mettre de côté. On devrait même s'interdire de lire les rapports du GIEC. Ça ne sert à rien. C'est du perte de temps. Et ça nous déconnecte de l'action ou de l'inaction, c'est-à-dire arrêter de faire des choses contre la planète, commencer à faire des choses pour la planète. C'est en fait assez simple, quoi. Comment est-ce que... Donc toi, tu es architecte, urbaniste. Oui. Comment est-ce que ton activité t'a mené à... Est-ce que c'est ton activité qui t'a mené à ces positions ou est-ce que c'est... Parce que finalement, on pourrait se dire n'importe qui, quel que soit son background, pourrait être activiste pour ça. Est-ce qu'il y a un lien Il y a des liens, c'est-à-dire que je vois très bien en quoi dans mon activité il y a des choses qu'il faut changer, puis des choses qui sont... Enfin, on a une formation, plus qu'un métier, une formation qui nous pousse à l'écologie. À mon avis, les architectes urbanistes sont au cœur du problème, mais sont aussi très très bien formés pour pouvoir répondre à ces questions-là. Je pense qu'on est... C'est la classe, quoi. La formation qu'on a, elle est vraiment bien. Mais aussi parce que dans les modes de vie qui sont la cause des problèmes, il y a des liens directs avec la façon dont on a géré le territoire et dans notre rapport au territoire. Il y a un rapport à la terre, il y a un rapport à notre environnement, à la nature, aux conditions de l'environnement qui font qu'on a des capacités à comprendre ces liens. Et donc, c'est dans cette relation, il y a quelque chose de directement lié aux disciplines du territoire. Donc, je pense qu'on a tout pour bien faire. Ça aussi peut être un élément qui nous pousse plus facilement peut-être à la compréhension et à l'action, alors que des gens qui sont dans un autre domaine économique, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Pour eux, c'est un changement. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui bosse dans l'aéronautique, c'est compliqué. Moi, j'ai un ami qui bossait dans l'aéronautique, puis qui se retrouve à planter des jardins-forêts, quoi. Ouais, la transition, elle est Donc quand même assez il a radicale. quitté sa carrière dans l'aéronautique. C'est ça. Et c'était par conviction C'est ça. D'accord. Il a un courage, mais Ah oui, effectivement, ouais. Le saut pour lui est énorme, quoi. Mais pour un Bangladais ou un Mauritanien, c'est de la rigolade de lui dire arrête de prendre l'avion. Il est content, il dit moi je fais tout juste, quoi. Le problème c'est les Suisses. Les Qataris, les Américains. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé quand même un grand nombre de choses que j'ai trouvé intéressantes dans ton bouquin, mais dans ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'y a pas vraiment j'ai trouvé de condamnation. Il y a de l'observation, il y a une critique, mais il n'y a pas vraiment une condamnation. Et voilà, tu parles de l'individualisme et le consumérisme qui sont en porte-à-faux avec finalement le vivre ensemble durable. Il y a la question où tu dis par exemple le succès,
et ça, tu as mentionné un petit peu de ces indicateurs du succès, mais il y a par exemple, c'est pouvoir s'isoler du reste du monde. Et puis, je l'ai noté ici, cette tendance à accepter de subir nos lieux de vie quotidien et pour partir en vacances à l'étranger dans des endroits préservés. Et moi, je vois là-dedans une invitation un peu à redéfinir la manière dont on vit. Et je crois que tu le mentionnes aussi dans ton bouquin, il y a le rôle de l'habitant, repenser ça et apprendre à aimer le mode de vie durable et peut-être trouver de la gratification là-dedans. Et ça, je trouve vraiment intéressant parce que c'est pas un propos hyper ordinaire. Alors bien sûr qu'on va dire oui, il faut profiter des espaces verts, tout ça, mais là, tu parles vraiment au niveau du quotidien. Et est-ce que tu peux nous décrire un petit peu peut-être de quelle manière, dans notre quotidien, quelles choses on pourrait les choses évidentes qu'on pourrait changer, comment ça se manifesterait cette transition vers un mode de vie durable Ou comment est-ce qu'on vivrait quand on sera dans la Suisse durable? Voilà, dans la ville dense, dans la ville mixte. Bon, c'est très vague, hein, Ouais. c'est très vaste comme question plutôt que vague. Je pense que c'est très compliqué parce que de décrire ça, parce qu'en fait, soit c'est vécu comme un retour en arrière. Hein. Moi, on me dit toujours, quand je dis faut vivre de façon sobre, je tiens à mon confort. Ça a même été dit par Isabelle Chevalet, qui est quand même membre des Verts libéraux, à Forum il y a quelques années à la radio. C'est non, je tiens à mon confort. C'est une sorte de barrière. Et puis le confort, c'est une notion qui est complètement subjective en fait. Le confort, justement, il suffit d'aller voir, de s'ouvrir à d'autres populations ou d'autres temps. Et donc c'est vécu comme quelque chose qui nécessite on va dire, de redéfinir ce que c'est que le progrès, quoi. Est-ce que le progrès, c'est effectivement d'avoir plus de mètres carrés, plus de stabilité, c'est-à-dire de garantir une température constante chez soi? C'est très compliqué, en fait, hein, pour un architecte. Donc, effectivement, de construire un immeuble où il fait 20 tout le temps, alors que dehors, il fait de moins 20 à plus 40, c'est très compliqué, quoi. Donc, évidemment que changer ce rapport-là, être beaucoup plus indulgent avec le monde, avec les siens, le fait d'être... vivre un confinement quand on est riche, parisien, puis qu'on peut s'évader dans sa maison en périphérie, alors qu'il y a des gens dans la banlieue parisienne qui vivent avec 8 mètres carrés par personne, c'est pas du tout la même chose. Donc on peut toujours dire, non mais ces gens-là, ils se frappent dessus, ils n'ont pas de respect pour leurs femmes, les enfants sont dans la rue, etc. Mais oui, mais ils vivent avec 8 mètres carrés par personne, quoi. C'est une réalité, quoi. Donc évidemment que ce qui réunit tout ça, moi j'appelle ça le privilège, et que le grand enjeu de notre façon d'évoluer, c'est d'abandonner nos privilèges. Et ce qui est très compliqué, c'est de se rendre compte de combien on est privilégié et de ce qu'il va falloir réellement abandonner, quoi. Moi, j'ai les moyens de partir 6,3 fois par année en avion. Hein. Enfin, un nombre, si possible... Si possible, un nombre entier. entier. Un nombre entier, parce que je n'ai pas envie de m'arrêter au milieu du Pacifique. Mais globalement, c'est vrai que ce n'est pas une question de moyens. Donc c'est une question, j'aurai les moyens, et pourtant je ne le fais pas. Abandonner ces choses-là, c'est impensable, c'est inimaginable, parce que le privilège, c'est une chose qui est ancrée culturellement dans notre société, non seulement qui prône la liberté, mais qui prône en fait l'individualisme, le fait que je deviens quelqu'un en ayant gagné quelque chose sur mon voisin. Ma vitesse, mon éloignement, mon argent, je le gagne parce que d'autres ne l'ont pas. Donc cette problématique de la liberté qui a été complètement mécomprise en fait depuis la Révolution finalement, où on a transformé liberté en liberté individuelle et donc en individualisme et donc en promotion de j'habite dans ce quartier parce que j'ai la vue sur rien ou sur le grand paysage. Par exemple ça, pour des architectes, des paysagistes et des urbanistes, c'est une notion moi qui m'interpelle beaucoup, c'est pourquoi est-ce qu'on sacrifie notre paysage proche, hein, la façon dont on construit nos maisons en y foutant nos voitures, au profit du grand paysage. C'est-à-dire le fait que je suis hyper puissant
et que cette puissance, je l'ai parce que c'est un peu le phénomène du cul-de-sac. Si je suis le dernier dans mon allée, c'est que je bénéficie d'un énorme paysage juste pour moi, alors que moi-même, je gâche la vue à celui de derrière. Et donc ça, c'est un privilège qui est ancré dans notre culture, probablement d'architectes, mais je connais beaucoup d'architectes qui luttent là contre quand même, c'est-à-dire finalement réussir à trouver un paysage proche de qualité, c'est-à-dire pas un parking, une entrée de garage, enfin un truc pourri, quoi. Où est-ce que tu situes l'origine de la liberté comme étant liberté individuelle Historiquement, tu dis? historiquement, ouais. Bah, je pense qu'à partir du moment où les grands idéaux de la Révolution française ont été récupérés par, on va dire, le capital, donc ça c'est très... c'est une lecture très marxiste de la chose, très anticapitaliste, donc effectivement récupéré par la bourgeoisie. On est devenu d'une démocratie, on est devenu une plutocratie, c'est-à-dire en gros c'est les riches qui gouvernent et qui définissent, qui imposent leurs règles, quoi. Et voilà, quoi. Il se trouve que dans ce monde, nous les Suisses sommes ceux qui avons le plus à abandonner de nos privilèges, parce qu'effectivement, la Suisse, c'est ce que dit le rapport du Conseil fédéral, la Suisse gère 25 ou 26% des avoirs du monde. Donc, on a un levier qui est gigantesque. Comment ça? Donc, c'est des fonds qui sont déposés en... Les richesses du monde sont déposées dans des banques. Waouh! Et ces banques sont à 26% suisses. Enfin, gèrent 26% des avoirs du capital. Ouais. Il faut qu'on prenne ça et que la Suisse déménage dans un pays sans extradition. Ouais, avec toutes ces riches. Disons, il faut comprendre la mécanique globale. C'est pourquoi ces avoirs sont là. C'est parce qu'on est un pays sûr, une île, etc. Et donc, on profite d'une situation qu'on ne veut pas forcément admettre. On est sûr que notre niveau de vie est vraiment lié à nos capacités intellectuelles. C'est vraiment, notre valeur dans le monde, surtout. Notre valeur, exactement. Oui. tout ce qu'on a, on le mérite, évidemment. Non, mais, Donc ça, est-ce que j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu disais par rapport à la culture et juste le chapitre justement le chapitre Cultura du bouquin, c'est vrai qu'effectivement les encouragements qui sont mis en place au sein de la société pour finalement motiver les gens à participer de manière économique, culturelle et autres, c'est toujours avec la promesse finalement de ce confort, de cette belle vue, peut-être en tant que finalité de ce processus, et puis encore la capacité de pouvoir transmettre ça à sa descendance. J'ai l'impression, cette espèce de position sécurisée. Mais est-ce qu'on arrive à engager des gens qui ont envie de poursuivre un itinéraire, on va dire, qui ont envie de s'élever socialement? Alors s'élever dans la définition actuelle ou un peu ancienne, mais au sein de la société, est-ce qu'on arrive à... Comment on fait pour engager les gens dans un projet social collectif, durable, sans cette promesse-là de confort, au final? Est-ce que c'est possible, tu penses? Alors, moi, je suis collapsologue. Ouais. Donc tu penses pas? C'est-à-dire qu'il faut être... c'est aussi comme ça, il faut être lucide, quoi. Je veux dire, il y a un moment... moi, j'ai pas cette solution. Ouais. J'ai pas cette solution pour moi-même, j'ai pas cette solution pour ma famille. Donc, je n'ai pas cette solution. Je n'ai pas réussi. J'ai échoué ces dernières années. Je vois pas pourquoi j'arriverais mieux les suivantes. Donc voilà, qu'est-ce que je vous dis? Je suis collapsologue. J'apprends à abandonner cet espoir. Mais maintenant, ça c'est ce que je ressens au fond de moi et ça crée beaucoup de souffrance pour moi, pour ma famille. C'est quelque chose c'est un vrai problème. Ouais. Mais maintenant, mon action professionnelle, mon métier d'architecte me pousse à faire ce que je dois faire, ce que je pense être bon. Okay. C'est difficile d'être existentialiste, hein, j'en parle un peu dans le bouquin, c'est de se dire, je veux que en regardant ce que j'aurais fait de ma vie, je sois fier, etc. Mais c'est difficile, ça. C'est difficile de se dire, voilà, quoi, je serais fier de quoi? Qu'est-ce que j'aurais fait, quoi? J'aurais rien réussi. Et ça, c'est vraiment une grande partie de l'éco-anxiété, de la solastalgie, en tout cas que moi je ressens et qui va graduellement être ressenti par plein de gens. Hein. Ça, c'est un phénomène, à mon avis, potentiellement massif. Et malheureusement, j'ai peur que
l'effondrement un peu technique, quoi, c'est-à-dire les institutions qui finalement n'arrivent plus, ce que Dimitri Orlov décrit de façon mais terrifiante dans son bouquin Les 5 stades de l'effondrement, que finalement cet effondrement-là, ou ces effondrements, soient que la conséquence d'un effondrement beaucoup plus puissant, beaucoup plus dur individuellement. Il y a beaucoup d'injonctions actuellement. Il ne faut pas être catastrophiste, mais il ne faut pas faire culpabiliser. Ça, c'est mal de faire culpabiliser. Hein. Et puis, mais allez vous faire foutre, quoi. Si vous culpabilisez, vous ressentez de la culpabilité, travaillez avec vous-même, quoi. Travaillez avec votre, avec votre responsabilité. Les partis de droite dans ce pays et partout, quoi, nous vendent le culte du libéralisme économique parce qu'il s'accompagne de responsabilité. Mon cul. Ça, c'est un des pires mensonges du néolibéralisme. Et les partis de droite, hein, vous écoutez Nantermo, vice-président du PLR, il n'arrête pas de dire ça, quoi. Mais quel menteur. Ça, c'est un mensonge éhonté que de dire systématiquement « Ah non, la liberté, elle n'est pas distincte de la responsabilité. » Responsabilité de quoi ? Qui est responsable aujourd'hui quand on va aux Maldives alors qu'on sait ce que c'est que d'aller aux Maldives ? Cette responsabilité, elle n'existe pas, donc elle n'est pas intégrée individuellement, elle n'est pas intégrée collectivement, parce que la vraie égalité ou la vraie liberté existera quand on dira « Ok, dorénavant, vous aurez droit à un voyage en avion tous les 20 ans. » Et ça, c'est valable pour le riche comme le pauvre. Je pense que la réponse si je me mets dans la peau De Nantermo. Voilà, je connais pas, je le connais pas bien lui personnellement, mais d'un libéral, j'imagine que la réponse serait bon, mais ça on a des externalités négatives et que ces externalités doivent être internalisées et du coup ça va se traduire par un prix du billet d'avion qui sera plus important et que c'est comme ça que le marché va se réguler. Est-ce que c'est une solution ? Bien sûr que non. Enfin, ça c'est la solution libérale, quoi. C'est de dire non, mais tout se régule dans ce monde parfait. C'est une façon de considérer que le monde est parfait. Il y a quelques années, il y a une étude d'un professeur suédois, je crois, qui a analysé le bilan écologique, le bilan énergétique des vols en jet privé des vedettes de ce monde. Et le pire consommateur à cette époque-là, c'était Bill Gates, qui émettait 1600 tonnes. Je vous rappelle que le Suisse, c'est 16 tonnes, tout confondu. Bill Gates, à l'époque, c'était 1600 tonnes uniquement avec son jet privé. Faut déjà y aller. Hein. Si on réfléchit, un vol transatlantique, c'est 1 tonne. Et lui, il arrive à faire 1600 tonnes par année, quoi. Donc, il doit vraiment vouloir polluer, le mec. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette chanteuse américaine, elle en est à 8000 tonnes. Mais non. À elle seule. Comment est-ce que c'est possible de le faire ? Donc, je pense que l'avion, il tourne, il est au point mort dans le... ça montre qu'en fait, polluer, c'est cool, quoi. Et d'ailleurs, cette chanteuse dont je ne me souviens plus le nom, c'est une des stars du top 50 qui a explosé tous les records parce qu'elle avait 10 tubes de son dernier album au top 50 pendant une certaine... Alors j'ai honte de savoir ça, mais il s'agit sans doute de Taylor Swift. Taylor Swift, exactement. Je ne crois pas avoir déjà entendu du Taylor Swift. Si tu nous regardes. Philippe Nantermo, Taylor Swift. Nos prochains invités. Ouais, exactement, qui viennent se défendre un peu. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est eux les modèles, quoi. Ouais. C'est ces gens-là. Donc, en gros, on veut tous devenir le Taylor Swift de demain, de pouvoir se retrouver dans le clip vidéo du rappeur avec toutes ces femmes dénudées, alors que moi, je suis en doudoune, enfin, etc. C'est ça qu'on veut, quoi. C'est bénéficier de ce privilège. Donc, évidemment que le principe du pollueur-payeur et ce genre de règles, il y a un moment, sont juste l'expression du fait que ces gens-là, ils ont tous les droits. On aura réglé le problème le jour où ces gens-là, ils ont les mêmes droits que les pauvres. C'est-à-dire, on définit un quota, vous avez le droit de prendre l'avion, même en première classe, pour Taylor Swift, mais une fois tous les 20 ans. Et ça sera le même que la femme de ménage portugaise ou serbe qui ira voir sa famille, serbe ou autre chose. Non, parce que je suis portugais, il est serbe, donc comme ça on a vraiment couvert toutes les...
C'était parfait. Vraiment, le choix était parfait. Ouais. Ou voilà. On représente l'immigration. Ben, vous êtes sacrément élevé, quoi. Donc, vous rêvez d'autre chose, vous rêvez de Taylor Swift, et donc de ce référentiel-là. Et je pense que à partir du moment où on sera tous égaux, réellement égaux, quelle que soit finalement notre fortune, on aura réussi à créer une société. Pour l'instant, c'est tout sauf une société. C'est une somme d'individus les uns à côté des autres qui n'ont qu'une seule idée, c'est s'extraire de la nasse des autres individus qui nous ressemblent trop pour être un petit peu plus comme ces gens-là, pour donc avoir le droit de polluer, parce que polluer, c'est cool. Mais vraiment, là-dedans, je vois en filigrane une question de moralité. Enfin, il y a beaucoup d'actes, finalement, immoraux qui sont un peu, d'une manière perverse, perçus comme étant un idéal à poursuivre, parce qu'il y a un mode de vie associé à tous ces actes polluants qui sont hyper valorisés, auxquels une majorité vraisemblablement d'individus aspirent. Et, et donc, il y a une fibre morale manifestement à cultiver chez l'individu afin qu'il se sente justement concerné, responsable de tous les autres individus et du monde, de l'environnement dans lequel on vit. Et alors, tu vas sans doute me dire que tu n'as pas la réponse à cette question, et c'est absolument normal, mais je me la pose du coup. Comment on fait sans... parce qu'avant, on avait peut-être la religion. Ouais, Quand c'est on ça. voulait créer un sens moral généralisé au sein d'une société, d'une culture, d'une civilisation, on avait ça. On disait, bon, bah, il y a Dieu, on sera jugé sur nos actions, et la promesse, c'était le paradis avec les justes, ou alors à l'inverse, je sais pas, le purgatoire, l'enfer, les choses comme ça. Donc il y avait quelque chose après la vie qu'on pouvait espérer Ouais. ou craindre. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on n'a plus ça. Enfin, c'est en train, ça disparaît. Moi, je suis pas quelqu'un de croyant, donc j'ai pas non plus ces encouragements, ces incentives, on va dire, dans ma vie. Et j'arrive pas à voir quelle solution de substitution on peut trouver pour pour amener les gens vers ce chemin collectif, culturel, civilisationnel, en fait. Ouais. Est-ce que tu as pensé un peu à ça? Ouais. Je pense beaucoup à ces Ouais. questions-là, parce qu'effectivement, c'est la seule chose qu'on a en tant qu'individu, c'est de penser à soi, et puis de se dire, oui, mais moi au moins, quand je regarderai ma vie, je serai content, quoi. Mais moi, ça me satisfait plus. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai donné pas mal de conférences l'année passée, l'année qui a suivi la publication du livre. Et puis je disais, bon, voilà, moi j'ai une posture existentialiste que je suis en train de perdre, en fait. Parce que Qu'est-ce que ça veut dire l'existentialisme? l'existentialisme, pour moi, c'est vraiment la découverte de Camus, par exemple, qui dit dans La Chute, les derniers mots de la Chute de Camus, où il dit il regrette de ne pas avoir sauvé une femme qui s'est suicidée en se jetant dans la Seine. Et puis à la fin, il dit il supplie cette femme de se jeter à nouveau dans la Seine pour lui donner une chance de se sauver lui-même, c'est-à-dire en tant que porteur de cette culpabilité de ne pas l'avoir fait, d'aller faire un acte héroïque et donc de sauver cette femme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, et je l'ai vérifié, donc je présentais la posture existentialiste pour dire, voilà, moralement, maintenant, il faut que tous, on se responsabilise, en bon libéral, je le disais, et finalement, l'existentialisme est une posture individualiste et donc assez libérale qui dit, voilà, quoi, à partir du moment où on regardera notre vie et qu'on fera l'analyse de ça, il faudra qu'on soit fiers. Et vis-à-vis des générations futures, il faut qu'on soit fiers. On est tellement individualiste que les générations futures, on n'en a rien à foutre. Et que de notre vie, on se dit, m'en fous. Et j'ai eu à la fin d'une conférence un mec qui est venu me dire une fois, mais en fait, je ne comprends pas du tout votre posture existentialiste, parce que moi, je sais qu'à la fin de ma vie, ce que je veux, c'est d'être sûr d'avoir bien profité. Et je pense qu'il a raison, en fait. C'est qu'il faut réussir à se mettre à la place des autres, et que je me mettais, moi, dans une posture qui me convenait très bien, mais qui m'a un peu aussi détruit une partie de mon assise, quoi, finalement. C'est de se dire, mais finalement, pourquoi je fais tout ça, quoi. Et je me pose vraiment la question. Aujourd'hui, je me pose beaucoup plus la question moi, ça fait 19 ans que je n'ai pas pris l'avion, j'avais aucun doute là-dessus. On a eu cette discussion... Tu pourras l'année prochaine, du coup. Si c'est tous les 20 ans. Si on lit un rapport
d'un bureau d'études qui s'appelle BL Evolution, qui est téléchargeable sur Internet, qui dit comment est-ce qu'on calcule une trajectoire à 1,5 degré, c'est-à-dire ce que tous les Européens, en tout cas, mais eux qui sont les gros pollueurs de la planète, ont signé avec les accords de Paris en 2015. Donc, si jamais on est en 2022, on n'a toujours rien foutu. Les accords de Paris datent de 2015, c'est pas que si jamais il n'y a pas d'urgence écologique. Enfin bon. Le calcul de BL Evolution dit les gens ont droit dans leur vie à 2 vols en avion. Parce que c'est quand même important, disent-ils. Donc dans leur calcul, c'est quand même important d'aller découvrir d'autres cultures, disent-ils. Donc je trouve intéressant parce qu'il y a une posture qui dit là il y a quelque chose d'important, puis là il y a quelque chose qui n'est pas important, puis ils évaluent ce qui est important et donc ils reconstruisent des règles morales et donc des règles sociétales. Je pense que c'est là où moi j'ai une posture qui est de moins en moins moralisante, c'est-à-dire que les gens aillent tous se faire foutre. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est chacun est responsable. Ils votent PLR, hein. Ils votent UDC. Et ben voilà, quoi. Il y a un moment, il faut assumer, quoi. Donc, qu'ils continuent de voter. S'il n'y a plus cette posture morale, c'est bien qu'on a un problème sociétal. C'est la façon dont on s'organise, donc les institutions, la forme de ces institutions. Et puis, si on ne croit pas en ça, l'effondrement est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'effondrement de ces institutions qui sont là pour pallier le désordre moral. Eh bien, cet effondrement ne peut être que positif. Il peut être positif que en théorie, hein, parce que mon problème, moi, avec l'effondrement, c'est pas le fait qu'une civilisation s'arrête, moralement ou philosophiquement comme ça. Mon problème, c'est comment ça se fait un effondrement. Ça se traduit par quoi ? Famine, guerre, épidémie. Et traverser ces épreuves-là, pour mes enfants. Ouais, c'est extrêmement profond. Je vais être père en mai d'année prochaine, si tout se passe bien. Mais parce que c'est une expérience, pour moi, c'est une partie de l'expérience humaine que je veux vivre. Et je David pense voulait profiter ? Voilà, il aura profité. Bah ouais, mais... Bonne chance, bienvenue au club. Et voilà, c'est difficile de trouver... on a bien compris, c'est pas au cours de cette conversation qu'on va trouver des solutions, des réponses. Il y en a peut-être pas. Peut-être c'est ça le constat. Ou on les avait depuis les années 70. Et comment on vit en connaissance de cause, finalement, de l'impossibilité de résoudre ce problème sur le long terme ou sur un terme qui soit satisfaisant. Parce que qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut être là encore 100 ans, 200, 1000 ans pour l'éternité ? Est-ce qu'on veut partir du principe que l'humanité ne va jamais s'arrêter, qu'elle existera toujours ? C'est Est-ce que vraiment on fait les choses parce qu'on pense à l'humanité ? Est-ce que quand on se reproduit, qu'est-ce qui nous pousse ? Ça, c'est des questions. Moi, je me suis beaucoup posé. J'ai 3 enfants. Ouais. Je me suis vraiment beaucoup posé cette question-là. C'est qu'est-ce qui fait ça ? Ouais, bon, la réponse, elle est assez facile. On est le produit de 3,8 milliards d'années et de 3,8 milliards de reproduction. S'il y a une chose un instinct qu'on devrait avoir, c'est ça. C'est ça. Et puis on peut pas... Il n'y a pas de vie sans cet instinct-là. Bien sûr. Puis tu peux pas maintenant mettre fin à la tradition, et une tradition de plusieurs milliards d'années. Non, le gros enjeu, c'est de savoir quel enfant on produit. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, culturellement en tout cas, il sera le produit de ce qu'on va lui inculquer, etc. Et donc moi j'ai cette position-là avec mes 3 enfants. Je ne veux pas offrir d'ailleurs que celle-là. C'est que j'étais écologiste bien avant d'avoir des enfants. Donc je pense qu'il faut avoir des enfants. Et objectivement, ça a changé mon rapport. Alors ça m'a rendu... on va dire malheureux au possible, c'est-à-dire que effectivement je me retrouve d'autant plus confronté à cette incapacité à leur proposer individuellement quelque chose. C'est pour ça qu'il faut se battre pour qu'on leur propose collectivement quelque chose qui vaille la peine et de fabriquer des enfants ou produire des enfants, parce qu'on les fabrique par l'éducation, qui soient des êtres conscients, mais enfin, je ne vais pas réussir à le raconter, mais c'est des discussions familiales extrêmement terrifiantes par certains côtés et extrêmement puissantes, ce que ça donne comme positionnement vis-à-vis du monde. Ouais. Mais dans cette conversation, tu as...
Tu présentes les changements qu'on devrait faire dans notre mode de vie comme étant des négatifs, comme étant une perte de privilèges. Pour les autres, en tout cas, parce que moi, je trouve que c'est positif, tout ça. Mais c'est ça, justement. Et dans ton livre, comme tu présentes le monde dans lequel on devrait vivre, c'est quelque chose. C'est pas vivre dans un cachot. Mais pas du c'est tout. voilà, C'est du coup, génial. mais et ça me fait penser, on a eu Nadège Charadia de Roman d'énergie qui elle donne fait du coaching aux individus, en particulier pour diminuer leurs empreintes carbone. Et son argument, c'est que on peut améliorer son confort, on peut améliorer son niveau de vie tout en réduisant son empreinte. C'est pas un fardeau qu'on doit porter. Est-ce que ce serait pas une manière de présenter la chose d'une manière de se dire qu'on peut. Le fait de ne pas prendre l'avion 3 fois par année, c'est pas un. 6,3 fois par année, c'est pas un poids, mais qu'on peut vivre une vie épanouie sans faire ça. Ouais, l'alternative, c'est pas une vie moins gratifiante, c'est peut-être une vie plus gratifiante, C'est qui ça. permet de plus profiter, plus kiffer, quoi. Moi, en tout cas, je ne sais pas comment le dire mieux que je ne le dis tout le temps. Je passe ma vie à le dire, et je suis d'ailleurs le rabat-joie de service. Parce que, évidemment, je sais pas, dans ma belle famille, c'est mon surnom, mon titre officiel, rabat-joie. C'est vrai. Parce qu'évidemment, quoi, quand on prend un billet d'avion pour aller Dieu sait où dans le monde, on n'a pas envie qu'on nous dise ça. On n'a même pas envie d'être confronté à la personne dont on sait qu'elle le dirait. On n'a pas besoin de le dire, que déjà on est porteur de ce fardeau-là. C'est-à-dire, de toute façon, on a le rabat-joie. C'était hyper intéressant parce qu'il y a quelques années, il y a eu au Théâtre de Vidy le lancement du procès des jeunes qui avaient envahi le Crédit Suisse, etc. Et donc, il y a une table ronde au Théâtre de Vidy avec dans le public des gens qui revenaient toujours avec cette position-là. Ils sont seuls et ce sont tous des rabat-joie. C'est des gens qui rendent les autres malheureux. Et c'est hyper intéressant, il faut l'étudier dans tous les articles, dans la posture qu'ont les journalistes. C'est toujours « Ah, mais c'est pas possible de faire de l'écologie positive, de l'écologie heureuse. C'est toujours la sobriété, elle doit être heureuse, etc. » Mais il y a un moment, mais pourquoi est-ce qu'on a autant besoin, que cache cette injonction au bonheur permanent, alors qu'en fait, au fond de soi, les gens sont responsables individuellement de leur bonheur, responsables individuellement, les deux mots magiques, de leur bonheur, quoi. Non, mais c'est pas. Alors, ok, c'est pas une injonction au bonheur, c'est juste on doit faire des changements et on peut le présenter comme étant voilà, vous allez devoir vous serrer la ceinture, vous allez devoir perdre des privilèges, vous allez devoir être malheureux de ne pas aller aux Maldives, ou on peut le présenter de manière dire on va devoir vivre différemment et on sera heureux. Voilà. Et tout le monde va y trouver son compte. C'est ça. Et ça va changer quoi, ça? Potentiellement, pour moi, il y a une différence de contextualisation. Voilà, c'est pas le truc chiant rabat-joie. Je parle purement de mon expérience personnelle. Moi, j'ai beaucoup pris l'avion dans ma vie. J'ai récemment commencé à découvrir des endroits beaucoup plus proches de nous et des modes de vie beaucoup plus simples, et je me rends compte que j'y trouve tout à fait mon compte. Voilà, et que c'est pas un fardeau, que c'est cool en fait. Ouais. Mais ce qui est intéressant, alors j'ai pas suivi l'entretien de cette Nadège de Roman d'énergie, je trouve que la démonstration qu'on est complètement à côté de la plaque, c'est Guy Parmelin cet été qui disait non, il va peut-être falloir se chauffer à 19 cet hiver, et puis est venu avec une nouvelle ordonnance qui dit non mais on a changé, c'est pas 19, c'est 20. Et donc il est venu dans les médias pour dire faut pas être intégriste, quoi. Bon, 19, 20, 19, c'est un écran de fumée pour éviter de parler des vrais problèmes, quoi. J'ai sorti un courrier des lecteurs dans 24 heures ce jeudi qui dit mais arrêtez avec cette campagne de la Confédération qui dit l'énergie est précieuse, ne la gaspillons pas. Et puis on nous dit voilà comment prendre une douche courte, comment rajouter un petit filtre, un petit machin, et on continue de chier dans l'eau potable. C'est pas une question d'énergie. On continue de ne pas parler de l'avion, ne pas parler de la voiture, ne pas parler du chauffage. Il y a un moment,
il faut faire les choses qui doivent être faites. Dans les mesures qui sont là, il y a les vrais leviers qui auront des vrais enjeux. Et c'est bien ça le problème, c'est que ces leviers sont des leviers de changement. Réduire une douche de quelques secondes, c'est pas un levier de changement. Et il faut réduire de 96% nos impacts carbone. Donc, je veux dire, c'est pas avec des douches courtes. Et il y a un célèbre écologiste américain, Derrick Jensen, qui disait oubliez les douches courtes, quoi. C'est une façon de dire, mais intéressons-nous aux vrais problèmes. Parce que rajouter des écrans de fumée pour parler des douches courtes, ou parler des nudges, ou parler de futilité, finalement, c'est toujours essayer de gratter dans les angles, alors que finalement, il ne faut pas se leurrer, il faut voir les chiffres tels qu'ils sont. On a amélioré les moteurs de voitures entre 1997 et 2017. Les voitures ont pris 30% de poids. Et pourquoi ? Mais parce que notre imaginaire, nos idéaux de Taylor Swift sont bien plus forts que tout ça. Que, non, mais j'ai découvert une petite auberge près de chez moi, je peux y aller à pied. Non, mais quel est votre bilan carbone ? Moi, je suis à 4,67. Quel est votre bilan carbone ? Eh bien, tout le monde devrait déclarer ses intérêts. Parce que ça, c'est une règle dans le monde de la politique qui est fondamentale. C'est que quand on déclare, on fait une déclaration, puis qu'on doit dire, je suis membre de l'Union pétrolière, donc je vous le dis, mais sachez que je vous le dis en tant que membre, donc je vais défendre des intérêts. On oublie qu'on défend toujours des intérêts qui sont bien plus importants, et qu'aujourd'hui, dans le débat écologique, tous les politiciens devraient déclarer leurs intérêts systématiquement, en commençant par dire ils vont sur le site du WWF, ils font leur empreinte carbone et le nombre de planètes dont on aurait besoin pour que tout le monde ait les ressources pour vivre comme eux, et on se rendra compte de ce que réellement ils défendent. Parce qu'il y a des grands écologistes, réputés écologistes, dont on serait surpris de leur empreinte carbone, et puis il y a juste des gens qui sont peut-être des néolibéraux, mais qui sont suffisamment pauvres pour ne pas avoir les moyens de polluer. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on déclare notre empreinte carbone, en tout cas, et notre empreinte planétaire, juste pour être conscient soi-même de ça, et de potentiellement, si on ne parle pas de l'aviation et qu'on parle de la douche, c'est peut-être parce qu'on n'est pas un peu trop dépendant avec notre référentiel actuel de l'aviation, parce que je ne suis pas encore prêt à le faire, donc mettons ça sous le tapis, quoi. J'aimerais que Guy Parmelin me donne son empreinte carbone, que Philippe Nantermo me donne son empreinte carbone, avant d'être légitimé à parler, quoi. Donc un peu, ce sera un système du crédit social, mais pour l'empreinte carbone, quoi, au final. Alors, oui, alors ça, ça m'évoque ça, c'est un peu... Si on instaurait un système, là, je demande juste d'avoir cette honnêteté morale. Je suis encore que dans la moralité du débat, parce que finalement, chacun est libre de déclarer ses intérêts comme il veut, quoi. Mais le PS fait ça. J'avais vu ça quand on avait invité Oriane Sarrazin. Elle avait sur sa page du PS, ils ont un CV carbone. Ouais. Ah ouais, intéressant. Ouais. On est vraiment en train de se politiser. On a antagonisé le PLR, UDC. Là, on est obligé d'inviter quelqu'un de droite. Maintenant, sinon, on ne peut pas continuer. On perd toute crédibilité. Philippe Nantermo, il est hyper intelligent. Il est malin, d'ailleurs. Et franchement, je pense qu'il y croit à ce qu'il dit. Quoi. C'est vraiment quelqu'un de hyper intéressant. Inviter Philippe Nantermo. On va essayer, ouais. Philippe, je te salue. Si tu nous écoutes, appelle-nous. On va t'appeler en tout cas. Mais tout à l'heure, tu l'as dit à quelques reprises, le Suisse, il doit diviser son empreinte carbone par 26 ou 27. Donc la diminuer de 96% d'ici 2050, c'était ça. Ouais. Sinon quoi ? Sinon, on ne respecte pas les accords de Paris. Ok. On ne les respectera pas, manifestement. Ouais. D'accord. Ce chiffre-là, moi, c'est qu'une question de mots, la collapsologie. Mais ce chiffre-là, si on dit voilà l'objectif, j'ai l'impression d'être dans un film américain, quoi. C'est comme les mecs qui sont au fond du gouffre de Helm et qu'ils se font attaquer par 20 000 orques en furie. On est là, on est dans cette situation-là. Et puis, c'est joli pour un film. Ok, mais maintenant, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir à justifier d'être collapsologue, en l'occurrence, parce que non, là, vraiment, je peins le diable sur la muraille, etc. Je ne donne pas des solutions et tout. J'ai donné les solutions. J'ai dit ce que je faisais, j'ai déclaré mes intérêts. Donc maintenant, j'attends que tout le monde fasse la même chose, en fait. Alors, on ne peut pas le faire ici, parce que les auditeurs, ils devraient aller faire maintenant tout de suite leur empreinte carbone sur le site du WWF. Voilà. Toutes et tous. On attend quelques secondes.
Et arrêtez les Dépêchez-vous. appareils électroniques, mais après la fin de Bien cet sûr. épisode. 4,67. 4,67 quoi? C'est mon empreinte. 4,67 planètes? Tonnes. 4,67 tonnes, Tonnes. 1,06 planètes. D'accord, ok. Donc ça, c'est ton empreinte carbone Oui, personnelle ou celle de ta famille? C'est celle des individus de ma famille. Parce Ok. qu'en fait, on dit à combien on habite dans un logement, à combien on fait de kilomètres, puis ensuite c'est réparti par... Ouais, nous, Et, rien qu'avec l'éclairage ici, on est à 12 tonnes par année. Tout branché sur un groupe électrogène dans le jardin. Au gaz russe, là-bas. Avec un mec qui pédale. Ouais. Décris-nous la ville que tu décris, la ville qui serait compatible avec ces engagements et notre vie dans cette ville-là. En quoi ça différerait de notre vie actuelle? Ouais, alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme rien n'est fait sur ces bases-là, on est obligé de réinventer des bases différentes. Donc en gros, c'est tout d'ailleurs l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, il faut réformer la ville, pas imaginer des villes nouvelles, quoi. Je veux dire, on peut imaginer toutes les théories sur les écoquartiers et construire des écoquartiers qui sont sobres. Le problème, c'est que d'abord, il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer ces écoquartiers, et puis on ne va pas abandonner le 99% qui reste, c'est-à-dire savoir faire une maison isolée sans chauffage. Moi, je ne me suis pas chauffé depuis janvier 2017 chez moi. Il fait parfois un petit peu plus froid, donc je supporte un petit peu des choses, peut-être que d'autres ne supportent pas, mais je suis hors gel, comme on dit. Mais ton habitat, habitat, il est isolé très de manière. Ok. Donc c'est facile pour moi. Il a ses normes. Ouais. Enfin, il Moi, je suis respecte toutes ces énergie normes. éco. Ok. Les normes, c'est une énergie éco. Mhm. Donc, c'est un petit peu plus que la loi cantonale, mais je veux dire, il suffit de respecter la loi, c'est-à-dire d'habiter un bâtiment neuf, comme ici. Et puis c'est bon, je crois qu'on arrive à vivre sans chauffage. Le problème, c'est pas nous les privilégiés qui habitons dans du neuf. Le problème, c'est toutes celles et ceux qui habitent dans des immeubles où, si on ne chauffe pas, il fait 8 à l'intérieur. Ça, c'est extrêmement dur. Donc, on est obligé d'assainir ce parc immobilier, par exemple. Donc, la ville idéale, ce n'est pas celle qu'on serait capable d'inventer ex nihilo. La ville idéale, c'est celle où on aura fait les efforts. Dès 2015, on est déjà en retard, où on assainit, enfin dès 2000, depuis que je suis architecte, je le dis, donc j'ai aucun problème, dès 97, c'est une ville où on assainit le parc immobilier. On a fait une étude dans notre bureau, qui est téléchargeable gratuitement sur notre site internet, où on dit, bon ben voilà, pour isoler le parc immobilier vaudois, c'est-à-dire que tout le monde puisse ne pas chauffer, il faudrait 15,5 milliards, 15 500 millions de francs suisses. C'est en gros l'équivalent du bénéfice de l'État de Vaud de 99 sur 30 ans. Facile, finalement. C'est que le bénéfice de l'État de Vaud, quoi. Donc, 15,5 milliards. Faisons-le, quoi. Qui a la responsabilité de le dépenser? Mais c'est beaucoup plus important que de dépenser ces milliards pour permettre à des gens de vivre sans chauffage et puis ils se retrouvent à 16-17 dans leur logement, plutôt que de le faire créer des privilégiés qui, eux, auront une maison qui sera non seulement super bien isolée, mais en plus de ça, on va rajouter des couches d'isolation. Il faut tellement de panneaux solaires qu'ils seront même à énergie positive. Le but, c'est pas de créer des mirages pour des privilégiés qui pourront se passer d'énergie et être complètement autonomes. Le but, c'est que la société fonctionne. C'est-à-dire que les gens dans leur maison neuve vont pas avoir des hordes de gens qui réclameront de pouvoir habiter dans leur logement. Parce qu'eux, ils ne pourront pas habiter dans la ville dont on hérite aujourd'hui. Donc le but, c'est de réformer cette ville. Réformer la place de la voiture en ville. Il y a 96 000 places de parc en ville de Lausanne. On est, quand je faisais les calculs, on était 130 000 habitants, aujourd'hui 149 000. Le taux de motorisation à Lausanne est d'environ 380, même un peu moins, 350 voitures pour 1000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a environ, je ne me rappelle plus très bien les chiffres, mais c'est à peu près 45 000, donc un peu moins de la moitié des places de parc à disposition sur le territoire lausannois qui ne sont pas pour les Lausannois. Donc en gros, avec ces 45 000 places, on fait venir des gens de l'extérieur. On n'arrête pas de parler de mobilité douce, de transport public efficace, etc. Et on garde encore 45 000 places de parc pour inciter les gens à venir en voiture. 45 000 places de parc à 25 mètres carrés par place, parce qu'il faut la voiture, dans les meilleurs parkings, les plus optimisés. Donc ça sera vraisemblablement beaucoup plus à l'échelle de ces 45 000.
c'est 25 mètres carrés. 25 mètres carrés fois 45 000, ça fait 1,2 million de mètres carrés, c'est-à-dire 120 hectares. 120 hectares. L'écoquartier des Plaines du Loup, c'est 34 hectares. 120 hectares juste avec les places de parc qui accueillent des gens de l'extérieur. Mais est-ce que vraiment c'est si affreux de réformer cette ville en disant vous voulez planter des arbres? Ils sont là, les hectares. Ils existent, hein, ils sont à disposition. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est un rapport de force, quoi. Je veux dire, cette place, le territoire, est le lieu d'un rapport de force, quoi. On nous a piqué cet espace et 120 hectares nous ont été confisqués par des gens qui ne peuvent pas vivre autrement qu'avec ce référentiel-là. La solution, en fait, elle est toute trouvée, quoi. Moi, dessiner la ville du futur, trop facile. Je vous le fais comme ça, trop facile. C'est pas l'enjeu. Maintenant, l'enjeu, il est sociétal. C'est de dire, OK, on a assez d'urbanistes compétents pour le faire. Ils sont victimes de cette société. Donc maintenant, arrêtons de dire, oh, les urbanistes ne sont pas capables de nous dessiner cette ville. Mais non. Les urbanistes, je l'ai encore lu récemment, ils sont responsables du fait qu'ils font partie de cette société. Soit parce qu'ils y croient réellement, donc ils ont leur propre Maserati devant chez eux, soit parce que, voilà, quoi, les normes, les lois, les standards sont basés sur le fait que quand on construit une maison neuve, il faut absolument avoir tant de places de parc. Aujourd'hui, les 5 dernières opérations de logement en ville de Lausanne ont réalisé le minimum de places de parc qui sont imposées par la législation. Il y a un minimum qui est imposé? Il y a un minimum qui est imposé pour éviter que ces places de parc ne se retrouvent sur domaine public. Donc, en soi, le but est louable. Le problème, c'est que tous les parkings sont vides. Juste en dessus, là, il y a Pras-Roman. L'opération que la Coda a réalisée, c'est marqué « Alloué, place de parc, 160 francs par mois ». Qui paye ces 160 francs aujourd'hui? Les locataires qui n'ont pas de voiture. Mais c'est un scandale. C'est un scandale. Et c'est des voitures en souterrain. Donc ça veut dire que c'est en énergie pour construire tout ce volume de béton. Donc on peut nous faire toutes les théories qu'on veut sur le fait que les architectes construisent trop en béton, etc. Je suis d'accord avec ça. Comment est-ce qu'on construit un parking souterrain? En pisé? Pas en bois. En pisé peut-être? En bois peut-être? Non mais il y a un moment, je veux dire, on a que ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite est imposé par la société. Nous sommes les victimes d'une société. Moi, en tant qu'urbaniste, j'ai les solutions techniques. Mais je vous dis, les solutions ne sont pas techniques. Arrêtons de parler de béton. Arrêtons de parler de douche froide. Concentrons-nous maintenant sur comment notre société Ça, c'est un fonctionne. point intéressant. C'est un point sur lequel je voulais venir. Il y a il y a des techno-utopistes qui disent que le salut est à une révolution technologique près. Ça va être la voiture électrique, ça va être La fusion nucléaire. la fusion nucléaire, ça va être... Bertrand Piccard. Exactement. On va tous... on va aller... Taylor Swift aura un avion solaire. Et puis ça va... La téléportation. Voilà. Bien Je sûr. pense que t'es pas de cet avis-là. Bah non. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là? Alors, on peut essayer de leur répondre. Il faut bien oublier, si ces gens-là ont autant de succès aujourd'hui, c'est parce qu'ils répondent ce que les gens qui posent la question ont envie d'entendre. Donc, arrêtons de leur poser des questions, arrêtons de leur donner cette parole. Ça ne vaut rien. Bon, mais tu parles il faut qu'on fonctionne comme société. La société, elle inclut ces personnes-là aussi. Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, je sais très bien comment devenir gourou de secte assez efficacement et assez rapidement. Donc, je pourrais très bien monter une secte et puis avoir suffisamment de gens qui m'écouteront. Le problème aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin de gens qui disent juste ce que les gens ont envie d'entendre. C'est notre grand souci. Donc, si vraiment on est une société évoluée, on doit apprendre l'esprit critique, apprendre à se décentrer et apprendre à comprendre en quoi c'est une arnaque. En soi, moi, je ne suis pas contre la recherche. Pas rechercher sur la fusion, rechercher sur ces choses-là. Moi, je suis un technophile averti. Mais dans technophile averti, il y a averti, quoi. C'est-à-dire que, OK, qu'est-ce qui a fait? Il y a des très belles conférences, par exemple, de Jean-Baptiste Fresso. Qu'est-ce qu'on a fait pour abandonner des techniques qui fonctionnaient super bien, quoi? Je pense, à l'époque où les tisserands anglais avaient leurs usines à côté de rivières qui faisaient tourner gratuitement de l'énergie. Pourquoi ces gens-là sont allés se foutre dans des villes où l'énergie est au charbon? Uniquement parce que quand on est dépendant
de la proximité d'une rivière pour avoir des machines qui tournent, eh ben, les ouvriers ont du pouvoir. Donc en gros, on a volontairement pollué des villes, créé les problèmes de fog, de smog anglais sont directement liés à ça. Ça se lit dans l'événement anthropocène de Jean-Baptiste Fresso et Christophe Bonneuil, par exemple. Mais dans L'homme a mangé la terre ou dans les conférences de Jean-Baptiste Fresso, dont l'excellent Transition piège à con, pour l'interrogation, que vous pouvez trouver sur YouTube, ces rapports à la technique à l'époque où on avait des techniques extrêmement sophistiqués, des savoir-faire extrêmement sophistiqués. Il y a tous les low-tech labs qui existent en France, par exemple. Moi, je suis fan des low-tech, qui montrent que finalement, on est tout à fait capable de vivre sans cette énergie, donc sans cette dépendance à cette énergie. Et tout ça, ça existe. Donc la question, c'est, est-ce que vraiment il faut croire à des trucs qu'on va inventer à l'avenir et tout, parce qu'on est dans un rapport au progrès qui est complètement subjectif. On veut croire, et donc c'est bien une question philosophique, morale, sociétale, avant de savoir si on a les techniques ou pas, parce que les techniques, on les a, quoi. On a très bien fonctionné, et on a abandonné volontairement des techniques. Et Vas-y. Juste un... volontairement, mais peut-être inconsciemment. Hein. Oui, mais je pense à un truc là depuis ça fait une dizaine de minutes parce que je sens bien sûr il y a de la colère, il y a un ras-le-bol et enfin t'es pas quelqu'un qui incarne ça spécialement, hein, mais bon t'as quand même tapé du poing quelques fois mais t'as insisté sur la nécessité finalement de changer les mentalités et dans mon esprit je me dis mais est-ce qu'on peut changer les mentalités? Parce que tu dis, quelque part, tu laisses entendre en tout cas qu'il ne faut pas hésiter maintenant à condamner, à culpabiliser. Ouais. Et mon sentiment, ce serait de dire, voilà, si on veut changer les mentalités, il faut aussi le faire de manière durable. Hein. Il faut que la manière dont on le fait, elle se supporte elle-même, elle s'alimente elle-même via l'adoption sur des bases... j'ai envie de dire saine et durable. Et mon sentiment, ce serait de dire plutôt, est-ce que si on va chercher ces sentiments-là, on va aller vers la culpabilisation, la colère et tout ça, est-ce qu'on arrive à engager un mouvement qui est réellement durable? Toi, ta réponse, c'est oui. Ouais, ma réponse est oui, parce que c'est une question de terme. La culpabilité est bonne, parce que la culpabilité, elle permet la réparation. La honte n'est pas bonne. Quand on n'a pas possibilité de réparer. Il y a un très bon épisode de Dans la tête de, je ne me rappelle plus de quoi d'ailleurs, d'un coupable, de quelqu'un qui a honte, enfin, je sais plus, qui décrit un peu ces phénomènes. Il y a des bouquins de psychologie. Moi, j'ai pas mal lu de bouquins de psychologie ces derniers temps. Psychologie de la connerie, par exemple, qui est assez intéressant sur les biais, les fonctionnements et tout. Moi, je pense qu'effectivement, à partir du moment où les gens ont honte parce qu'ils ont fait des choses qu'ils ne peuvent pas réparer, ça ne va pas. Mais la culpabilité, c'est-à-dire de se dire que quand on prend un billet d'avion, peut-être qu'il faudrait un peu limiter, c'est bon. Donc la culpabilité pour initier la prise de conscience, la réalisation, mais après enchaîner sur... c'est un moteur d'action. Plutôt sur justement le fait d'embrasser... c'est une nouvelle philosophie, un nouveau mode de vie qui devrait plus... être porté sur l'amour finalement c'est très, très chrétien ce que je vais dire, mais un peu l'amour de son prochain, l'amour du monde, l'amour de cette expérience de vie qu'on a, quoi. Ouais, puis je pense que c'est aussi le signe qu'on retrouve un peu d'humanité en nous, quoi. Enfin, je veux dire, si on arrive à se sentir coupable de quelque chose, c'est bon signe, quoi. C'est bien, quoi. Ça veut dire qu'on a fait preuve de bienveillance, de cette sensibilité-là, quoi. Parce que sinon, sinon, c'est quoi? Sinon, il suffit de mettre... Il y a un artiste turc qui s'appelle Ugur Galenkous qui coupe des images, vous avez peut-être déjà vu ça, des images qui collent l'une à l'autre, et puis qui montrent les deux faces d'une réalité, en fait, en même temps, quoi. Donc, c'est un petit enfant grassouillet qui joue et un enfant soldat dans un pays, puis il colle les deux images qui matchent parfaitement. Ugur Galenkous. Je trouve que c'est très beau. Moi, je m'ouvre beaucoup aux disciplines un peu artistiques parce que je me dis que c'est aussi des moyens d'expression qui m'intéressent beaucoup, qui sont des leviers de communication et d'expression. Parce que je pense qu'il y a aussi une problématique des gens qui, comme moi, souffrent de l'inaction et du fait que ce que l'on fait n'est pas suivi d'effet, qui me font dire que tout ça est vraiment important. Et vraiment, je le dis sans aucun état d'âme. Je pense que c'est vraiment très important parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui combien il y a des gens
tellement démunis, même peut-être moralement, intellectuellement, qui vont sombrer dans le terrorisme. Des gens qui se sont tellement pas entendus, pas écoutés, et qui, au contraire, se sont humiliés au quotidien, pas juste par Taylor Swift, mais par le voisin de palier, qui vont sombrer dans la révolte, dans des choses bien plus dures. Il y a des mouvements écologistes qui sont quand même vachement radicaux, juste parce qu'on n'aura pas été juste à l'écoute, quoi. Même les médias sont responsables de ça. Je veux dire que les médias, ils n'arrêtent pas de parler, là, ces dernières élections fédérales, du tsunami vert, quoi. Oh là là, quoi. C'est quoi le tsunami vert si on le mesure? C'est 3%. 3%. Prix au PS. Super, la belle affaire. Les équilibres politiques, la révolution. Parce que quand on utilise le terme de tsunami, ça veut dire que c'est quand même un gros machin, quoi. Je vous rappelle, 96%, ça c'est un tsunami. Ça. Moins 96%, c'est un tsunami de sobriété, quoi. Et on nous parle de tsunami vert, alors qu'on parle de 3% et que les équilibres politiques n'ont absolument pas changé. Regardez cette dernière législative fédérale, qu'est-ce qui a changé concrètement? Concrètement pour nous, c'est-à-dire dans les effets de loi qui auraient été votés suite au tsunami vert, dans les effets dans les gouvernements cantonaux, communaux, qu'est-ce qui a changé, quoi? Les 45 000 places de parc de trop à Lausanne, quoi. Qu'est-ce qui a changé, quoi? Alors, on voit que Lausanne a fait la révolution, Genève la même chose, avec des zones 30 qui potentiellement viendront la journée, des pistes cyclables, etc. Mais c'est considéré comme une révolution. Mais révolution de rien, quoi. Le livre, là, s'appelle « Manifeste pour une révolution territoriale ». C'est une révolution qu'il faut absolument faire démocratiquement. Si on ne la fait pas démocratiquement, elle se fera. Hein. Mais est-ce que ça existe, une révolution démocratique? Ben, Il y a forcément quelque part une prise de pouvoir violente ou un putsch, au moins quelque chose qui doit... Moi, je veux croire à ça. Alors attention, là, vous allez voir mon réel visage. Ouais. Parce que je pense que si notre société s'effondre pour perdre la démocratie, elle ne vaut pas la peine d'être défendue. Donc, moi, je suis un démocrate. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que Philippe Nantermo gagne toutes les élections et que les partis que je défends les perdent, je suis pour la démocratie. Et donc, je préfère un effondrement de la civilisation que de perdre cette dernière île d'humanité qu'est la démocratie. Et donc, parce que je ne veux pas de féodalité, je ne veux pas revenir à la féodalité. Sacrifier l'humanité, l'humanisme pour l'humanité. Ouais. L'humanité, c'est-à-dire en tant qu'espèce. Sacrifier Sapiens, oui, parce que finalement, des espèces qui disparaissent, je veux dire, on est en train de vivre la 6e extinction de masse, qu'il y ait une espèce de plus ou de moins, moi ça me fait ni chaud ni froid, ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'espèces de bactéries, de végétaux, d'animaux qui sont aussi à défendre, donc je suis antispéciste sur ces questions-là. Je mange de la viande, mais je pense que il n'y a rien à défendre dans l'humanité, si ce n'est la démocratie, et donc des formes d'organisation qui fait que ça vaut la peine d'être défendu. Et puis l'humanité, c'est pas une question quantitative non plus. Hein. On bientôt du 8-10 milliards, enfin on est 8 milliards, on sera peut-être 10 milliards. Je dis, mais comment ça se fait que l'humain a autant de valeur aujourd'hui et aussi peu de valeur? L'humain, en tant qu'individu, a tellement de valeur, l'humanité, en tant que valeur, a si peu de valeur. J'ai de la peine à comprendre ça. Donc je veux vraiment préserver l'humanité au sens des valeurs et peut-être perdre un petit peu de l'importance de certains individus aux dépens d'autres. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire? Aller sur le site du WWF, faire le calculateur. Ouais. Non, mais ils l'ont déjà tous fait. Vous l'avez déjà Oui, tous ils l'ont fait. déjà fait, on leur a donné assez de temps là. Hein. C'est pas possible. Là. Là, vous aviez le temps là. Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je l'ai calculé mentalement pendant que Laurent parlait, donc voilà, c'est à la portée de tout le monde. C'est hyper complexe. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'aller voir plusieurs calculateurs pour ça. Ah, ouais. Parce que moi, j'en ai fait. Faire la calculateurs moyenne. Français, quoi. Je suis un héros, quoi. Je suis à 2 tonnes. Je suis pratiquement à la neutralité carbone en France, si j'étais français. Mais évidemment que je vis dans ce pays, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses du pays qui me sont imposées et que je subis. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs ce qu'on subit de cette empreinte. C'est-à-dire que ça a la démonstration que individuellement, je ne suis rien.
Je suis obligé d'accepter ces institutions et le fait que les transports publics fonctionnent ou ne fonctionnent pas, que j'ai des alternatives et que je vis en Suisse. Attends, et c'est pas au quoi la Bangladesh. différence avec la France? Eh ben, la manière de calculer implique toute une série de choses qui dépendent de la société. Bah, par exemple, peut-être que... Mais est-ce que c'est correct? Est-ce que le calculateur Ouais, français... ouais, ouais. D'accord, Je pense donc qu'il est tu pas- émettrais moins de carbone si tu vivais en France. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui serait différent dans la société française? Eh ben, je sais pas très bien parce que j'ai pas vu le calculateur lui-même. D'accord. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs français et un seul suisse d'ailleurs. Mais il y en a plusieurs de suisses. Et il me donne aussi des variables assez différentes. Ça dépend de plein de paramètres parce que c'est assez compliqué. On dit, est-ce que vous faites entre 0 et 20 000 km en voiture? Moi, j'en fais 700 par année. Eh ben, je suis entre 0 et 20 000, quoi. Donc, il calcule la même chose que si j'en faisais 20 000. Donc, évidemment que la façon de pondérer ces choses et de pondérer, je sais pas, les services publics, l'école de mes enfants est calculée d'une certaine façon en Suisse et d'une certaine façon en France parce qu'on n'a pas les mêmes écoles, quoi, le même bâtiment scolaire et peut-être même pas la même éducation. Donc, la question, c'était qu'est-ce que je pourrais dire aux gens ouais, les gens... Maintenant, les gens ont remis play parce qu'ils viennent de revenir du site Ouais. du VVF. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, pleurer un bon coup, ça fait du bien. Moi, je pense qu'il faut... Le problème, c'est que là, c'est très personnel. Donc, je ne peux dire que pour moi-même ce que moi, je suis en quête actuellement. Moi, je suis en quête de bonheur, quoi. Ouais. J'ai vraiment un gros problème avec ça aujourd'hui. C'est que je dois rechercher, je dois reconstruire ce qui va me motiver. Parce que abandonner, inciter à la frugalité heureuse et puis la décréter heureuse, c'est une chose. Mais il faut rechercher, c'est très important, quelque chose où on trouve réellement du bonheur. C'est-à-dire que juste de convaincre les gens que c'est quand même vachement bien d'aller à l'auberge d'à côté, puis qu'on y mange tellement bien, etc. Bah, c'est le C'est cas pas en l'occurrence, hein, si je peux Ouais, me permettre. c'est vrai. En Parce ce que qui me les Blancs- concerne ici, c'est vraiment le cas. Ouais. On peut plus. On peut plus, bien On peut entendu. plus, bien sûr. Même si c'est devenu un chef-lieu du parti du centre. Ah, j'ai pas de commentaire Depuis à notre faire là-dessus. élection à celle qui a privé le Parti socialiste. Bah, du il faut que siège tu y ailles au plus Conseil souvent. Et puis... mais je ne lui en veux pas, à titre personnel. Donc effectivement, c'est bien que de le dire, mais ça c'est encore un petit peu une expérience un peu théorique, quoi. Il faut que les gens l'expérimentent, quoi. Et pour ça, il faut qu'ils restent fidèles à ça, il faut qu'ils l'intègrent au plus profond d'eux-mêmes. Et ça, malheureusement, c'est impossible. On ne peut pas le décréter, quoi. Ça s'appelle des injonctions. Et ces injonctions, elles sont souvent paradoxales, quoi. Donc, en gros, ça va pour fabriquer des enfants schizophrènes. Mais aujourd'hui, moi, je refuse de dire, parce que je refuse de devenir gourou d'une secte, faites ci, faites ça, etc. Donc, en gros, les gens, ils savent très bien ce qu'il y a à faire. Hein. Donc, je vous le dis. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Faites-le. Hein. Et puis, cherchez le bonheur. Moi, je me passionne pour l'art actuellement, enfin, certaines disciplines artistiques. J'aimerais monter, mais de nouveau, j'y parviens pas parce que je suis un peu débordé. Une chorale écologiste, c'est-à-dire on chante ensemble parce que c'est beau de chanter. Et donc, le bonheur de chanter vaut le message écologiste. Mais reconnecter le plaisir de faire un truc à plusieurs qui pensent la même chose que soi, de se sentir un peu moins seul et d'avoir ce plaisir-là en même temps qu'on ne se déjuge pas, c'est-à-dire la culpabilité, on la ressent beaucoup quand on est aux Maldives autour de cette fameuse piscine surchauffée à débordement. À débordement pour faire comme Taylor Swift. Ça, effectivement, c'est là qu'il faut ressentir la culpabilité. Ressentez-la bien fort. Comme ça, ensuite, quand vous êtes en train de chanter, vous vous dites, mais les petits plaisirs sympas, ils existent quand même. Quand vous êtes dans votre bagnole pour aller Dieu sait où, une fois de plus, pour aller le week-end sur les pistes de ski, essayez de bien ressentir, non pas cette culpabilité, mais le bonheur réel de l'instant présent quand vous êtes en train de bouffer au popu ou quand vous êtes en train de vous faire un massage par quelqu'un de votre famille, enfin des choses un peu gratuites, quoi. Peut-être juste arrêter d'aller dans ces supermarchés en permanence, Black Friday tous les jours, quoi. Je veux dire, mais moi, je sais pas. À part l'alimentaire, alors, je me fais livrer des paniers de légumes bio et ce genre de trucs, donc j'essaye de baisser et tout.
Mais j'ai pas de plaisir à aller à Migros non plus, quoi. Donc, essayez de bien être conscient, de prendre le plaisir. Il y a des tas de gens qui ont redécouvert plein de choses avec la pandémie, le plaisir de cuisiner, des produits bruts, etc. Et pas se dire, ah, j'ai pas le temps, je préfère acheter des patates en lamelles. Prenez le temps, quoi. Moi, j'ai constaté depuis quelques années, je cuisine, en tout cas jusqu'à 2021, peut-être un peu moins piégé par on va dire, ma vie, on va dire, un peu dans un bureau d'architecte, stimulante, voire stressante. Je cuisinais environ 1 heure à 1h30 par jour, quoi. Les gens, ils passent combien de temps dans leur bagnole de merde tous les jours parce qu'ils habitent à la campagne, mais ce temps-là, il n'a aucune valeur. Le temps de cuisine, c'est un temps de transformation, on écoute la radio, on est bien, quoi. Donc, essayez de conscientiser ces choses-là, mais évidemment que je n'ai pas de choses aussi excitantes que le film porno. Je crois qu'il y a un gros enjeu avec la pornographie. Un tiers de l'impact écologique du numérique, c'est la pornographie. Ah, tu dis parce que c'est la bande passante, c'est le streaming, quoi. Et d'autres, et l'éloignement, le fait qu'on doive aller en permanence au chalet et consommer du kilomètre, etc. Je dis, mais oubliez ces kilomètres, quoi, et puis vous verrez, quoi. Je dis ça, je ne révèle pas les discussions qu'on a en famille, mais ce serait trop dur. C'est trop récent aussi, mais je pense que c'est facile à dire, mais qu'un des gros enjeux, c'est l'égalité, quoi. Ce qui nous fait souffrir, nous, je vous le révèle comme ça, de façon un peu brute, un des gros enjeux de notre malheur familial, et donc de notre bonheur, c'est l'égalité. C'est pourquoi les autres sont si cons. C'est un vrai enjeu. Et c'est pour ça que c'est fondamental qu'on soit entendu, reconnu dans notre identité d'écolo, d'écolo qui vivons, reconnu, quoi. On fait des efforts, mais ces efforts, ils ne sont rien si continue de passer pour... mon fils me racontait l'autre jour qu'il en a ras-le-bol que féministe et écolo soient des insultes à l'école. Ah ouais. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut toujours se battre pour être reconnu. Mais pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas de lobby féministe ou de communauté LGBT. Ce communautarisme, il est extrêmement dommageable parce qu'il ne fait pas société. Il ne nous permet pas de vivre ensemble. On a besoin d'être non seulement accepté, reconnu comme écolo, mais que réellement, on est pris du poids dans la société en tant qu'écolo. Quand on vote, c'est une chose, mais quand on vit comme nous vivons, à cuisiner 1h30 par jour. Bon, on va terminer là-dessus. En tout cas, les petits plaisirs de la vie, la proximité, ce qui est là, maintenant. Et voilà, consommer de la pornographie locale. Oui, ou la pratiquer. C'est ça. Voilà, pratico. Voilà. Ça d'ailleurs, dans le réel versus virtuel, quoi. Combien on arrive à se projeter avec ces réseaux sociaux. Mais vivons les choses réellement. Vivons les choses. Reconnectons-nous au réel. C'est un beau message, Laurent. En tout cas. Merci infiniment. C'était intense, c'était fort, et on te remercie en tout cas pour ce moment. Manifeste pour une révolution territoriale, le lien sera dans la description. Super bouquin, lisez-le. Merci beaucoup. Merci à toi.